tey seen émission seen spécial déwénal dañ ci ànd ak artiste bu mag. La star planétaire qui arrive en grand. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Cabinet Camara reçu par le président Macky Sall, le haut-commissaire de l'OMVS est en fin de mission. Il vient de terminer un mandat de 4 ans à la tête de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Dans les préparatifs de la Korité, nous irons à la rencontre des plumeurs. Ils sont très sollicités en cette veille de fête. Nous verrons également comment à Matam on prépare la fin du Ramadan. Et puis l'invité de ce journal, René Gomis, directeur de la qualité des programmes de World Vision Sénégal. Bonsoir. Monsieur Gomis, que nous retrouverons donc en cours de journal. Le chef de l'État a reçu ce matin le commissaire sortant de l'OMVS, Cabinet Camara, quitte le Sénégal après un mandat de 4 ans à la tête de l'organisation. Il a été élevé au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Cabinet Camara qui s'est dit très honoré par le geste du président Macky Sall est aussi revenu sur son bilan. Il est au micro de Pape Birame Ndiaye. Je suis particulièrement honoré, ainsi que mon épouse et à travers nous, la Guinée, parce que le président Macky Sall, en prenant cet acte, nous a exprimé toute sa fraternité, son amitié. Et également, je suis très honoré pour le travail de l'OMVS que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 4 ans. Et je pars d'ici extrêmement comblé d'avoir travaillé pour une organisation à nul autre pareil, dans un pays qui en est le siège et qui m'a tout donné en termes d'hospitalité, d'amitié, de fraternité. Donc je voudrais dire merci au président Macky Sall, merci au gouvernement sénégalais, merci au peuple sénégalais. C'est prétentieux de faire son propre bilan, mais j'ai eu l'occasion hier de remettre à monsieur le président un bilan écrit. Ce que je peux dire, c'est qu'au cours de ces 4 années, nous avons d'abord cherché à renouer les relations entre l'organisation et les bailleurs de fonds. Puisqu'au départ, nous avions 2 ouvrages qui étaient en danger. Il y avait le barrage de Diama, qui est le cœur du système OMVS, qui était dans un état lamentable. Ensuite, le barrage de Manateli, dont le groupe tombait en panne. Et avec les relations avec les bailleurs de fonds, nous avons pu sauver ces 2 ouvrages. Deuxièmement, nous avons mobilisé des financements extrêmement importants, qui ont, par exemple, amené la Banque mondiale à doubler son financement de 120 à 240 millions de dollars au profit des 4 États pour le programme intégré. Troisièmement, nous avons débloqué les grands projets d'infrastructure qui étaient en souffrance, le barrage de Guina, dont les travaux ont commencé. Donc en Guinée, le plus grand ouvrage de l'OMVS qui va s'appeler le barrage de Koukotamba de 300 MW. Et nous avons lancé vraiment sur une pente absolument ascensionnelle le projet de navigation avec l'Exim Bank de l'Inde. Et tout ceci de concert avec la réorganisation de l'institution. Et notre plus grande fierté, c'est que l'organisation, pendant cette période, a été classée numéro 1 au niveau mondial de tous les organismes de bassin. Et c'est un mérite qui ne revient pas seulement, mais qui revient au chef d'État, à tous mes travailleurs de l'OMVS. Cabinet Camara, haut-commissaire de l'OMVS, qui quitte Dakar après un mandat de 4 ans à la tête de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nous sommes le dernier vendredi du mois béni de Ramadan. Le président Macky Sall a prié à la mosquée de Thierno Ahmad Baro de Mbour, une mosquée entièrement réhabilitée dans le cadre du programme de modernisation des foyers religieux. Le khalife Thierno Cheikh Tidiane Baro s'est dit profondément touché par cet acte du président Macky Sall. Il a prié pour un Sénégal de paix et prospère, mais aussi pour des élections apaisées. Pape Birame Ndiaye. Ce sont des populations enthousiastes qui ont tenu à montrer au président Macky Sall toute leur gratitude. Malgré la forte canicule et les rigueurs du mois de Ramadan, les Mourois n'ont pas manqué l'occasion d'exprimer au chef de l'État toute leur reconnaissance suite à la réhabilitation totale de la mosquée de Thierno Ahmadou Baro de Mbour. Dès son arrivée, le président Macky Sall a eu un tête-à-tête avec le khalife Thierno Cheikh Tidiane Baro. Un tête-à-tête élargi aux membres de la famille Baro. Ensuite, il y a eu ce moment de recueillement au mausolée de Thierno Mansour Baro. Séquence de piété traduite par des prières dans ce lieu sacré qui se trouve dans l'enceinte de la mosquée de Thierno Ahmadou Baro.
S'en est suivi la prière du vendredi, le dernier de ce mois béni du Ramadan. Le khalife a ensuite pris la parole pour magnifier l'action et l'œuvre du président Macky Sall qui va droit au cœur de toute la famille Barrow. C'est aussi un acte symbolique parmi tant d'autres en faveur de l'islam. Cet islam de paix, salué à sa juste valeur par le chef de l'État et qui est à l'origine du programme de modernisation des cités religieuses du Sénégal. Ici, à Mbour, cette mosquée a été entièrement réhabilitée avec en prime une extension qui a permis de passer d'une surface de prière de 58,60 mètres à 350,41, y compris la nouvelle salle de prière qui se trouve à l'étage et qui fait à elle seule 164,26 mètres. À l'extérieur, le minaret culmine désormais à 25 mètres avec deux coupoles de 15 et 8 mètres de hauteur. L'édifice entièrement reconstruit fait aujourd'hui la fierté de toute une communauté. Par ailleurs, le président de la République Macky Sall annonce l'achèvement des chantiers de la grande mosquée de Mbour. Ces actions rejoignent d'autres en cours de réalisation à l'intérieur du pays, notamment à Kolda et Tambacounda. Sans oublier la mosquée Thierno Souleymane Baal du Guédiawaye et la mosquée de Pikine. Autant de réalisations en faveur de l'islam qui montrent l'engagement du président Macky Sall à apporter son soutien au culte, ce qui justifie toutes ces prières. Et c'est aussi le moment privilégié pour formuler des prières pour un Sénégal de paix dont la concorde. Prières également pour des élections apaisées et surtout pour le succès du plan Sénégal émergent et l'achèvement des grands chantiers du président Macky Sall. Cela va permettre à notre pays d'entrer de plein pied dans l'ère de la prospérité. Et vous pourrez suivre après ce journal une page spéciale consacrée à cette visite du président Macky Sall à Mbour avec la prière du vendredi à la mosquée Thierno Ahmad Barrow. Installation du comité de suivi du NINEA, le numéro d'identification nationale des entreprises et associations, a réuni les acteurs de plusieurs services de l'État institués par décret depuis 1986. Cet outil administratif propre à toute entité permet une reconnaissance et une gestion efficace des informations relevant des unités économiques. La cérémonie a eu lieu ce matin à Bibombaye. Toute entreprise digne de ce nom doit être immatriculée. Le NINEA, ou numéro d'identification nationale des entreprises et associations, permet d'avoir une identité claire de toute structure ou entité économique. En installant le comité de suivi, les acteurs venus de tous bords ont échangé sur l'importance du NINEA. L'objectif du NINEA, c'est de donner un numéro unique à toutes les unités dès leur naissance, dès leur création, et ce qui va permettre leur identification qui sera plus facile, et également la coopération entre les différentes structures qui vont utiliser ce NINEA, donc, et l'échange également des données qui tournent autour de ce NINEA. Un identifiant unique, le NINEA, certes adopté depuis 1986 par décret, mais il ne semble toujours pas ancré dans la bonne marche des entreprises et associations. Et le comité de suivi de cet outil ne fonctionne pas. Et il faudra le mettre sur de bons rails. Le système, dans son ensemble, pour le moment, n'arrive pas à se parler. C'est-à-dire que si une entreprise naît, on sait, au RCCM. Si une entreprise disparaît, ce n'est pas évident. Si une entreprise a embauché, on ne sait pas. Donc si nous n'avons pas ce comité qui fonctionne, et ça a été le cas les 30 dernières années, nous allons avoir les retards que nous connaissons en ce moment. Ce comité dont les organes sont mis en place va relancer ses activités afin d'accélérer le rythme de création d'entreprises, faciliter les analyses économiques et la collecte des impôts.
La Sénélec fait évacuer en Europe plus de 300 tonnes d'équipements et d'huile contaminée au polychlorobiphényle. Il s'agit d'un produit extrêmement dangereux pour l'environnement et les êtres humains. Le premier convoi à 2 conteneurs a quitté Dakar jeudi pour la France pour destruction. La cérémonie de lancement de l'opération de convoi des transformateurs a eu lieu dans les locaux de la Sénélec au Mariste à Dakar. Thierno Diallo. Il est formellement interdit au Sénégal depuis 1985 l'importation d'huile contenant du polychlorobiphényle. Pourtant, les transformateurs utilisés par la Sénélec contiennent du PCB, un produit dangereux pour la santé et l'environnement. Aujourd'hui, la Société nationale d'électricité du Sénégal a décidé de se débarrasser de ces transformateurs contaminés au polychlorobiphényle. Au-delà de cet acte qui consiste aujourd'hui à formaliser de manière définitive l'engagement de la Sénélec à maîtriser ces déchets dits PCB et de procéder à leur élimination, le directeur général a lancé un certain nombre de mesures en dehors du PCB qui est en train d'être détruit. Il a instruit le service environnement de lancer un grand projet pour d'autres types de déchets. Cette mesure prise par Sénélec de décontaminer ses transformateurs va permettre au Sénégal de respecter ses engagements, des engagements ratifiés depuis plusieurs années pour éliminer les PCB. Il y a possibilité d'absorber ces PCB par la nourriture notamment, et ça s'accumule dans le corps et ça crée des problèmes évidemment de santé, quelquefois des cancers, des problèmes même d'infertilité. Cet exercice extrêmement difficile et dangereux est confié à la société française Trédi, spécialisée dans la logistique. Le PCB est un produit extrêmement dangereux dont le traitement requiert de grandes compétences et également de la spécialisation. L'opération va mobiliser des montants assez conséquents. Le coût de cette opération tourne autour de 450 millions de francs CFA, soit à peu près 770 000 dollars. La durée de cette opération de convoi des transformateurs de Sénélec pour la France est estimée à 5 semaines. Il y a déjà 3 ou 4 conteneurs qui sont déjà au port, donc normalement en mi-juillet, tout sera terminé et le site sera nettoyé. Au-delà du Sénégal, d'autres pays d'Afrique francophone sont concernés par ce vaste chantier de décontamination des transformateurs au PCB. La SONES a mis à la disposition de Thiaroye et de Bertialane un réseau de 16 forages. Ces forages sont déjà fonctionnels et seront exploités par la SDE. Les producteurs de Thiaroye et de Bertialane seront donc bientôt déconnectés du réseau, ce qui permettra de renforcer l'approvisionnement de Dakar. Amidou Diop. Depuis 1999, l'accès à l'eau dans les zones des Niayes est perturbé par l'arrêt des forages de Bertialane. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, à travers la SONES, a investi 10 milliards pour remettre en marche ces forages. 13 000 mètres cubes d'eau seront quotidiennement distribués aux producteurs. C'est un projet d'un coût global à peu près de 10 milliards, mis en place par Qatar et financé par l'ACDI et l'UEMOA. Il y aura à peu près, ça permettra à peu près de mobiliser 25 000 mètres cubes d'eau, dont les 13 000 à partir des forages de Bertialane. Et ces 13 000 iront profiter aux maraîchers et qui se verront déconnectés sur l'ancien système des ALG où ils consommaient de l'eau potable et cette eau potable pourra servir aux populations de Dakar. Ces forages fonctionnels à Thiaroye et Bertialane permettront d'irriguer 260 hectares de terre. La zone des Niayes, terre agricole par excellence, verra ses problèmes d'accès à l'eau définitivement résolus. Comme d'habitude, la Sénégalaise des eaux accompagne l'État dans ce métier, dans cette affaire, dans cette activité pour le bien-être et la satisfaction des populations sénégalaises et celle de Bertialane en particulier. Pour l'instant, les forages de Thiaroye sont gérés par l'ONAS qui dispose aussi d'une station de pompage qui sert à lutter contre les inondations. Les producteurs apprécient la remise en marche de ces forages et demandent que les facturations se fassent tous les 2 mois. Actuellement, nous sommes au bout du tunnel. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en présence du directeur général de la SONES et de la SDE qui nous ont confirmé et réellement le démarrage effectif des travaux, c'est-à-dire de l'exploitation du réseau de Bertialane et des forages de Thiaroye. Très prochainement, la SDE sera dans la zone des Niayes pour discuter avec les producteurs sur les services d'approvisionnement et les modalités d'accès à l'eau.
Le directeur général de l'APEXA a remis des dons aux autorités religieuses des zones impactées par le projet du TER. En effet, le tracé du train express régional impacte 18 communes, dont 3 départements. C'est un reportage signé Awandiaï. Le TER, train express régional reliant Dakar, Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne, va nécessiter le déplacement des populations de 18 communes. Parmi ces zones impactées par le projet du TER, on retrouve des habitations, des lieux de travail, mais également des lieux de culte. Profitant du mois béni du Ramadan, le directeur général a remis des dons aux imams. Nous sommes arrivés à une étape importante où nous avons échangé à plusieurs reprises de façon concertée et intelligente avec les personnes impactées par le projet du train express régional, personnes physiques et ou personnes morales. En ce mois béni du Ramadan, nous avons aussi jugé nécessaire de faire une séance de communion avec les personnes impactées par le projet à travers la dimension des impactés au niveau religieux. Les représentants de ces lieux de culte en ont profité pour échanger et magnifier ce projet du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Je suis satisfait du projet. Je sais que la tâche est ardue, mais comme c'est pour l'avancement du pays, je m'investis à 100%. L'APEX est venu à nous, à échanger avec nous et pour cela, nous sommes très contents. Devant les autorités religieuses, le directeur général rassure. D'autres rencontres sont prévues avec les populations sur l'envergure de ce projet et un déplacement dans un climat apaisé. Je vous parlais dans les titres des préparatifs de la Korité. Nous parlons ce soir du plumage, une activité rentable à quelques jours de la fête de la Korité. À la main ou à la machine, les plumeurs s'activent pour satisfaire la demande. Les premiers poulets abattus sont déjà plumés pour ceux qui ont choisi de s'y mettre à temps. C'est le cas des vendeurs de poulets. Le prix du plumage est le même à Diamniadio, au marché Gueule Tapée et à Tilène, Jeanne Dior. Si certains acteurs du marché vivent le calme du lieu de commerce, ce n'est pas le cas pour ces plumeurs. L'affluence n'est certes pas au rendez-vous, mais il y a du travail. D'habitude, les clients attendent 2 à 3 jours avant la Korité pour venir. Néanmoins, il y a déjà de la matière. Un poulet est plumé à 100 francs ou à 75 si c'est en grande quantité. Vers la sortie du marché Gueule Tapée au rond-point Casby, Adjouma tient son magasin de plumage. Ici, la modernité est passée par là. Une machine de plumage pour aller vite afin de satisfaire la demande. Le plumage n'est pas difficile à faire. Il faut tremper les poulets dans de l'eau chaude. Après, on les met dans la machine pour quelques secondes et après, ils sont mis dans de l'eau pour le nettoyage. Actuellement, les clients ne sont pas encore au rendez-vous, surtout ceux qui n'ont pas de réfrigérateur. Mais à la veille, je peux plumer 700 voire 800 poulets par jour. Pendant qu'il plume soigneusement, ses clients sont tranquillement assis attendant que les premiers abattages pour la Korité soient bien nettoyés. J'ai abattu moi-même 50 poulets que je suis venu déplumer. Ça reste encore à la maison. Bon, je ne pouvais pas tout faire aujourd'hui. C'est un gain de temps et c'est plus pratique. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de plumeurs. Je demandais donc aux enfants de faire le plumage. Mais ce n'était pas propre. Parfois, il arrivait aussi que la peau se déchire et les clients n'appréciaient pas trop. Mais là, avec ce système, ça va vite. Cap sur Diamniadio, pas dans un marché, mais dans des magasins aménagés pour le plumage. Alpha supervise le travail pour veiller à ce que le poulet soit bien plumé. Il est exigeant car ses commandes viennent de divers horizons. J'ai des clients qui viennent de Thiès, Mbour, Kaolack, Koungheul. Partout au Sénégal, à l'approche de la Korité, nous sommes débordés par le travail. Nous démarrons à 5 h du matin et nous ne fermons pas avant 23 h.
5 heures du matin di liggéey ba 11 heures minuit. Dans le même bâtiment, une autre boutique avec le même exercice. Dans cette semi-industrielle, le plumage n'est qu'une étape du travail abattu. À l'approche de l'Aïd el-Fitr, il ne compte pas. Nous n'attendons pas, nous plumons et conservons dans les chambres froides parce que la demande est forte avec la Korité. La méthode est partout la même. À quelques jours de la Korité, les mains s'activent, les machines tournent à plein régime. Si un poulet est plumé à 75 ou 100 francs, nombreux sont ceux qui acceptent cette offre, surtout les femmes qui sont déchargées de cette tâche. Le marché du poulet, un business qui marche fort ces temps-ci et dans la plupart des ménages, le poulet est au menu le jour de la Korité. Mais sachez qu'au Fouta, les chefs de famille ont l'habitude d'acheter un mouton ou une chèvre. Les marchés de bétail sont bien approvisionnés, même si les clients se font encore désirer. Nous retrouvons Oumkal Somsal. Au marché hebdomadaire de Nabadji Siwol, difficile de se frayer un chemin entre bétail et vendeurs. Si le poulet a la cote dans les autres régions ces temps-ci, à Matam, la plupart des familles préfèrent acheter un mouton ou une chèvre pour célébrer la Korité. Au Fouta en général, on préfère acheter un mouton ou une chèvre pour les grandes fêtes. Pour le moment, on ne voit pas beaucoup de clients. Ça ne marche pas trop. Et pourtant, les prix ne sont pas chers. Avec 10 000 francs, on peut trouver une petite chèvre. Mbaïsar, venu de Wurosogi, fait le tour du marché à la recherche d'un mouton ou d'une chèvre à sa portée. Je préfère acheter un mouton ou une chèvre. Après un mois d'abstinence, il faut faire plaisir à la famille. Pour d'autres clients rencontrés ici, c'est la Tabaski qui se prépare déjà. Leur objectif, trouver un mouton à un bon prix. Je pensais qu'en ce moment, on pouvait avoir un mouton à un bon prix, mais ce n'est pas le cas. J'ai acheté ce mouton à 60 000 francs. Je le garde pour la Tabaski. Nous pensons que les prix seront un peu abordables par rapport à la pose de la Tabaski. C'est ce qui nous a vraiment amené ici. Mais ici, dans le marché, nous avons trouvé que les prix sont excessivement chers. Ouais. Puisque vous voyez le mouton là, il nous dit que c'est à 75 000. Je continue à chercher dans le marché et j'espère que je vais trouver quelque part. L'ambiance est encore timide au niveau des marchés hebdomadaires. Les vendeurs, eux, espèrent voir plus de clients dans les jours à venir. Voilà les préparatifs de la fête de la Korité à Matam. Ici à Dakar, le directeur général de la SDE a remis hier un chèque de 5 millions de francs CFA pour sa contribution à la réalisation du poste de santé de Ouakam. Les éléments français au Sénégal, en partenariat avec des entreprises nationales et françaises, ont lancé les travaux. Il y a de cela 2 ans. L'établissement de santé est dédié à la mère et à l'enfant. Il a comme marraine Annette Mbaye d'Erneville. C'est un reportage signé Damsila. Avec un investissement de 420 millions de francs CFA, le poste de santé de Ouakam devient le premier établissement de santé au Sénégal dédié à la mère et à l'enfant. Il est composé d'une maternité bien équipée, d'un service pédiatrique et d'une école de formation. L'initiative est venue des militaires français basés au Sénégal. Pour réaliser l'infrastructure sanitaire, ils ont noué des partenariats avec des entreprises publiques sénégalaises et françaises. Parmi elles, la Sénégalaise des Eaux, qui a donné une contribution de 5 millions de francs CFA pour la réalisation du projet. La Sénégalaise des Eaux est connue bien entendu pour son activité de production et de distribution d'eau, mais en tant que société citoyenne, il est normal que nous nous engagions dans ce genre d'opération d'intérêt public qui vise le bien-être des populations, qui vise la santé des mères, la santé des enfants et la santé des populations sénégalaises en règle générale. Je félicite les éléments français au Sénégal, je félicite tous ceux qui ont participé à cette belle œuvre et encore une fois, la Sénégalaise des Eaux est honorée de participer à cet événement et accompagnera les populations dans tout ce type d'opération.
Le poste de santé de Ouakam est un établissement sanitaire public construit et équipé aux normes européennes. Son service pédiatrique est aujourd'hui classé 3e au Sénégal. On n'aurait jamais pu faire tout cela sans les partenaires, dont la SDE. Mais il y a aussi 49 partenaires qui ont participé à la réalisation de cette maternité. Pourquoi les militaires français intéressés par une maternité à Ouakam? Eh bien parce que dans la tradition des Français et des militaires singulièrement, nous avons en tête qu'on ne vit pas à côté des gens, mais on vit au milieu des gens. Et nous sommes Ouakamois et ça faisait longtemps qu'on avait l'intention de laisser une trace et de contribuer au bien-être des populations, et là singulièrement des mères et des enfants. Et c'est à ce titre que nous avons entrepris la construction de cet édifice. Les travaux de construction du poste de santé de Ouakam ont démarré en novembre 2015. Actuellement, il reste les dernières touches avant son inauguration le vendredi prochain par le président de la République Macky Sall. L'établissement a comme marraine Annette Mbaye d'Ernaville. Je vous l'annonçais dans les titres, l'invité du 20h est René Gomis. Il est directeur de la qualité des programmes à World Vision Sénégal. Monsieur Gomis, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler du lancement qui a été déjà fait, d'ailleurs, de ce plan d'action Ensemble pour un Sénégal sans mariage d'enfants, plan d'action qui couvre la période de 2017-2021. Pourquoi ce plan d'action, justement? Merci beaucoup. Avant de commencer, permettez-moi de remercier tous mes collègues qui se sont affairés autour de ce lancement. Une grosse préparation. Permettez-moi aussi de remercier tous mes collègues qui sont dans nos zones d'intervention, parfois qui travaillent dans des conditions très difficiles. Ceci est un hommage à eux. Donc, nous avons un plan d'action qui s'inscrit dans la campagne nationale de l'État contre le mariage des enfants. Mais ce plan d'action aussi s'inscrit dans la campagne internationale qu'a lancé le partenariat de World Vision et qui cherche à mettre fin aux violences faites aux enfants. Donc on a fait depuis lundi, on a fait le lancement avec un forum des enfants qu'on a organisé au Grand Théâtre. On a eu plus de 1200 enfants qui étaient là-bas et qui faisaient face à un panel composé d'hommes venus de l'administration du pays, mais aussi d'hommes qui sont dans la société civile. Par la suite, nous avons eu une série de visites. On a eu ces propres enfants qui sont venus de nos zones de programme. Ils ont fait une visite à Youssou Ndour, qui s'est engagé à soutenir ces enfants contre le mariage des enfants. D'ailleurs, nous avons eu même à aller rendre visite le président de la République. Nous avons visité aussi avec ses enfants. Nous avons visité l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social. Et nous avons terminé ce lancement par un grand panel avec des religieux sur le mariage précoce. D'accord. Alors, le mariage des enfants, c'est un thème qu'on aborde depuis plusieurs années ici au Sénégal. Mais vous en faites un plan d'action pour la période 2017-2021. Est-ce à dire que malgré quand même tous les plaidoyers, rien n'a véritablement changé concernant cette question? Oui, il faut agir. Il faut véritablement agir. Imaginez qu'au Sénégal, en 2016, l'Agence nationale des statistiques et de la démographie a fait une enquête. Il se trouve que 33% de filles sénégalaises sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et ça cache des disparités. Par exemple, si vous allez dans une région comme Kolda, 68% de filles sont mariées avant de fêter leur 18e anniversaire. Et même cette année, disons, le ministère de la Famille a fait une enquête le student et imaginez que 40% des enquêtés estiment que les filles doivent être mariées avant 18 ans. Donc ces chiffres vraiment nous poussent à agir. Nous sommes tous interpellés et c'est pour cela nous avons mis en place ce plan d'action en collaboration bien entendu avec l'État qui est le premier porteur d'obligation mais qui se met devant. Mais ces partenaires ne doivent pas rester en reste. Nous ne sommes pas seuls dans ce domaine. Il y a énormément d'autres partenaires qui sont avec nous et nous sommes en train de travailler là-dessus. Le mariage précoce, ça persiste au Sénégal parce que l'environnement est favorable à cela. Donc je pense que pour nous, il faut vraiment agir. Donc regardez, au niveau de nos juridictions et de l'Institut, non, il n'y a pas un cadre harmonisé
il n'y a pas une harmonisation, disons, de nos lois avec les conventions que l'État a signées. Il y a la pauvreté galopante des ménages, ça pose problème, et ça c'est une source aussi. Il y a aussi la persistance de certaines pratiques culturelles qui sont néfastes, qui sont là, qui continuent à alimenter, disons, ces mariages d'enfants. Il y a aussi le fait que les filles ne sont pas résilientes, elles ne sont pas préparées aussi. Donc il y a toutes ces causes-là qui font qu'on est dans un environnement qui est propice à ce mariage. Donc pour nous, il faut déjà en parler. Il faut déjà en parler, engager l'État, engager tous les acteurs pour qu'ensemble qu'on puisse mettre en place une dynamique, une nouvelle dynamique. C'est-à-dire une autre façon de faire, non pas simplement en parler, mais agir sur le terrain aussi, avec les personnes qui sont clés vraiment dans la gestion de ces mariages des enfants. Et quelles seront les grandes lignes de ce plaidoyer? Vous avez parlé de l'État, de certains acteurs à rencontrer sur le terrain. Oui. Comment vous comptez concrètement quand même toucher, on va dire, les cibles pour arrêter ce phénomène, comme vous le dites? Déjà, ce qu'on a fait, c'est la plupart du temps, on faisait le plaidoyer sans les concerner, disons la cible. Maintenant, nous, on a changé de stratégie. C'est que les personnes, les enfants eux-mêmes qui sont concernés, on les a mis devant. Vous avez vu qu'on a pu aller voir des personnalités, même le président de la République, et discuter avec eux sur ces choses-là. Ça, c'est une stratégie qu'on a mis en place. Il y a d'autres stratégies. Par exemple, harmoniser le cadre, se battre pour harmoniser le cadre institutionnel et les lois avec les conventions, mais aussi redynamiser, disons, le partenariat des acteurs qu'on a autour des mariages des enfants, mais aussi pousser le gouvernement à ce qu'il mette beaucoup plus de soutien dans la politique, dans la stratégie nationale de protection de l'enfant, mais pousser aussi les acteurs au dialogue. Il faut que les acteurs, les partenaires qui sont autour avec l'État, s'asseyent autour d'une même table, qu'ils discutent. Qu'on discute pour trouver des solutions. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont de bonne volonté ici au niveau du Sénégal. Et ensemble, je pense qu'on peut gérer ça. Oui. D'accord. Alors, vous parlez également des conséquences du mariage précoce sur le développement de ces enfants. Vous pensez à quoi? C'est quoi ces conséquences justement? Oui, il y a énormément de conséquences. Et je vous l'ai dit, par exemple, sur le plan de la santé, un enfant qui a moins de 18 ans, c'est dans la période de la puberté, n'est-ce pas? Et une gamine de moins de 18 ans, vous lui donnez le rôle de mère. Ça pose problème, non seulement mentalement, psychologiquement, physiologiquement, elle n'est pas encore prête. Et les études ont montré que les enfants nés des mères qui sont pubertes sont beaucoup plus exposés à la mortalité, n'est-ce pas? Et une étude même a montré que les filles de moins de 15 ans qui sont mariées ont à 88% sont à 80% exposés à la fistule. Et on sait bien que la fistule, c'est vraiment santé publique, quoi. Donc au Sénégal, ici, on a chaque année 400 cas de femmes qui sont atteintes par cette maladie. Ça, c'est sur le plan de la santé. Sur le plan de l'éducation, il y a énormément de conséquences. On sait bien que les filles qui sont mariées ne terminent pas leur cursus scolaire. Alors que des études ont montré que si une fille parvient à bénéficier un an de scolarité, ses capacités financières sont augmentées de 10 à 20%. D'accord. Voilà. Au Sénégal, ici, on a vu qu'une autre étude a montré que 27% de filles qui n'ont pas bénéficié de scolarisation ont enfanté avant l'âge de 18 ans. Par contre, 7% qui ont atteint le CM ont eu à enfanter avant l'âge de 18 ans. Sur le plan économique aussi et social, on peut en parler. Il y a énormément de conséquences. Et toutes ces conséquences nous obligent à agir. On ne doit pas simplement parler, mais agir. Là, maintenant, vous allez agir à travers ce plan d'action, je rappelle, 2017-2021. Alors, quelles solutions vous préconisez justement pour faire face à cette situation? Oui, nous, déjà, il faut se battre à un niveau institutionnel avec les bons acteurs. Il faut que les partenaires, qu'on puisse aller vers une nouvelle dynamique, c'est-à-dire qu'on coordonne toutes nos actions au niveau de la société civile, qu'on va ensemble, qu'on instaure le dialogue entre, disons, les religieux, les hommes d'État, la société civile, mais aussi travailler sur la résilience des enfants, des filles. Aujourd'hui, une des causes, c'est l'une des études a montré que la plupart des parents
qui donnent leurs enfants en mariage d'une façon précoce disent qu'ils ont peur que leur fille tombe en grossesse, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il faut travailler aussi sur la résilience de ces filles, n'est-ce pas? Par exemple, il y a cette approche de la santé de la reproduction, il faut le dire, il faut préparer les jeunes filles à toutes ces perturbations parce que ces filles sont dans une phase de puberté, il y a énormément de perturbations, elles ont besoin d'être accompagnées. Donc il faut vraiment travailler sur la résilience des filles. Voilà, monsieur René Gomis, je vous remercie. Merci d'avoir bien voulu venir sur ce plateau pour nous parler de ce programme Ensemble pour un Sénégal sans mariage d'enfants, un plan d'action 2017-2021 que lance World Vision Sénégal, où vous êtes directeur de la qualité des programmes. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous. L'actualité internationale qui nous conduit ce soir en Europe, donc au Moyen-Orient et au Pakistan, mais nous démarrons par la Côte d'Ivoire avec l'ouverture du procès du fils de l'ancien président Laurent Gbagbo. C'est un récit de Fatimata Banelba. En Côte d'Ivoire, le procès de Michel Gbagbo pour divulgation de fausses nouvelles a été reporté à la semaine prochaine, a annoncé le procureur ce vendredi. Michel Gbagbo est accusé de divulgation de fausses nouvelles après avoir annoncé la disparition de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. À Bruxelles, le Brexit reste au cœur des débats au sommet européen. La première ministre britannique Theresa May a dévoilé au 27 une partie de ses plans pour la négociation des conditions de départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. En attendant la proposition détaillée de Londres, promise pour lundi, les 27 ont critiqué les propositions concernant les expatriés européens au Royaume-Uni. Pour le président du Conseil européen Donald Tusk, l'offre est en deçà des attentes et risque d'aggraver la situation des Européens vivant au Royaume-Uni. Au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite et ses alliés qui accusent le Qatar de soutenir le terrorisme ont transmis à Doha leurs 13 revendications pour une sortie de crise. Les doléances sont jugées comme indispensables au rétablissement des relations diplomatiques. Il est demandé donc au Qatar de limiter ses relations diplomatiques avec l'Iran, de fermer sa base militaire turque ou encore de rompre ses liens avec plusieurs organisations terroristes comme les Frères musulmans, le groupe État islamique, Al-Qaïda, Hezbollah, entre autres. Les médias sont également visés. Le Qatar est sommé de fermer plusieurs chaînes qu'il finance, plus particulièrement Al Jazeera. Doha dispose de 10 jours pour obtempérer. Au Pakistan, un double attentat s'est produit ce vendredi dans un marché au nord-ouest du pays. Bilan 11 morts et plus de 24 blessés. La première explosion a eu lieu sur le marché et quand les secours se sont précipités sur le site pour aider les blessés, il y a eu une seconde explosion. Voilà, c'était l'actualité internationale rassemblée par Fatimata Banelba. On parle de sport avec cette actualité en football. Deux clubs de Ligue 2 qui rejoignent la Ligue 1. Dakar Sacré-Cœur, champion de Ligue 2. Et Sunawar de Diourbel qui termine à la deuxième place. Cet après-midi, Dakar Sacré-Cœur a battu Yogo sur le score de 3-0. DC qui termine donc en tête de la Ligue 2. Sunawar, malgré sa défaite 2-0 devant le Dakar Université Club, termine deuxième de la Ligue 2. Voilà qui m'a fait à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve juste après le générique pour la page spéciale. tey seen émission seen spécial déwénal dañ ci ànd ak artiste bu mag. La star planétaire qui arrive en grand. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Cabinet Camara reçu par le président Macky Sall, le haut commissaire de l'OMVS est en fin de mission. Il vient de terminer un mandat de 4 ans à la tête de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Dans les préparatifs de la Korité, nous irons à la rencontre des plumeurs. Ils sont très sollicités en cette veille de fête. Nous verrons également comment à Matam on prépare la fin du Ramadan. Et puis l'invité de ce journal, René Gomis, directeur de la qualité des programmes de World Vision Sénégal. Bonsoir. Monsieur Gomis, que nous retrouverons donc en cours de journal.
Le chef de l'État a reçu ce matin le commissaire sortant de l'OMVS, Cabinet Camara, quitte le Sénégal après un mandat de 4 ans à la tête de l'organisation. Il a été élevé au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Cabinet Camara qui s'est dit très honoré par le geste du président Macky Sall est aussi revenu sur son bilan. Il est au micro de Pape Birame Ndiaye. Je suis particulièrement honoré, ainsi que mon épouse et à travers nous, la Guinée, parce que le président Macky Sall, en prenant cet acte, nous a exprimé toute sa fraternité, son amitié. Et également, je suis très honoré pour le travail de l'OMVS que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 4 ans. Et je pars d'ici extrêmement comblé d'avoir travaillé pour une organisation à nul autre pareil, dans un pays qui en est le siège et qui m'a tout donné en termes d'hospitalité, d'amitié, de fraternité. Donc je voudrais dire merci au président Macky Sall, merci au gouvernement sénégalais, merci au peuple sénégalais. C'est prétentieux de faire son propre bilan, mais j'ai eu l'occasion hier de remettre à monsieur le président un bilan écrit. Ce que je peux dire, c'est qu'au cours de ces 4 années, nous avons d'abord cherché à renouer les relations entre l'organisation et les bailleurs de fonds. Puisqu'au départ, nous avions 2 ouvrages qui étaient en danger. Il y avait le barrage de Diama, qui est le cœur du système OMVS, qui était dans un état lamentable. Ensuite, le barrage de Manateli, dont le groupe tombait en panne. Et avec les relations avec les bailleurs de fonds, nous avons pu sauver ces 2 ouvrages. Deuxièmement, nous avons mobilisé des financements extrêmement importants qui ont, par exemple, amené la Banque mondiale à doubler son financement de 120 à 240 millions de dollars au profit des 4 États pour le programme intégré. Troisièmement, nous avons débloqué les grands projets d'infrastructure qui étaient en souffrance, le barrage de Guina, dont les travaux ont commencé. Donc, en Guinée, le plus grand... 60 mètres à 350,41, y compris la nouvelle salle de prière qui se trouve à l'étage et qui fait à elle seule 164,26 mètres. À l'extérieur, le minaret culmine désormais à 25 mètres avec 2 coupoles de 15 et 8 mètres de hauteur. L'édifice entièrement reconstruit fait aujourd'hui la fierté de toute une communauté. Par ailleurs, le président de la République Macky Sall annonce l'achèvement des chantiers de la grande mosquée de Mbour. Ces actions rejoignent d'autres en cours de réalisation à l'intérieur du pays, notamment à Kolda et Tambacounda. Sans oublier la mosquée Thierno Souleymane Baal du Guédiawaye et la mosquée de Pikine. Autant de réalisations en faveur de l'islam qui montrent l'engagement du président Macky Sall à apporter son soutien au culte, ce qui justifie toutes ces prières. Et c'est aussi le moment privilégié pour formuler des prières pour un Sénégal de paix dont la concorde. Prières également pour des élections apaisées et surtout pour le succès du plan Sénégal émergent et l'achèvement des grands chantiers du président Macky Sall. Cela va permettre à notre pays d'entrer de plein pied dans l'ère de la prospérité. Et vous pourrez suivre après ce journal une page spéciale consacrée à cette visite du président Macky Sall à Mbour avec la prière du vendredi à la mosquée Thierno Ahmad Baro. Installation du comité de suivi du NINEA, le numéro d'identification nationale des entreprises et associations, a réuni les acteurs de plusieurs services de l'État institués par décret depuis 1986. Cet outil administratif propre à toute entité permet une reconnaissance et une gestion efficace des informations relevant des unités économiques. La cérémonie a eu lieu ce matin à Bibombaye. Toute entreprise digne de ce nom doit être immatriculée. Le NINEA, ou numéro d'identification nationale des entreprises et associations, permet d'avoir une identité claire de toute structure ou entité économique. En installant le comité de suivi, les acteurs venus de tous bords ont échangé sur l'importance du NINEA. L'objectif du NINEA, c'est de donner un numéro unique à toutes les unités dès leur naissance, dès leur création, et ce qui va permettre leur identification, qui sera plus facile, et également la coopération entre les différentes structures qui vont utiliser ce NINEA, donc, et l'échange également des données qui tournent autour de ce NINEA. Un identifiant unique, le NINEA, certes adopté depuis 1986 par décret, mais il ne semble toujours pas ancré dans la bonne marche des entreprises et associations. Et le comité de suivi de cet outil ne fonctionne pas.
et il faudra le mettre. Chantier de décontamination des transformateurs au PCB. La SONES a mis à la disposition de Thiaroye et de Bertialane un réseau de 16 forages. Ces forages sont déjà fonctionnels et seront exploités par la SDE. Les producteurs de Thiaroye et de Bertialane seront donc bientôt déconnectés du réseau, ce qui permettra de renforcer l'approvisionnement de Dakar. Amidou Diop. Depuis 1999, l'accès à l'eau dans les zones des Niayes est perturbé par l'arrêt des forages de Bertialane. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, à travers la SONES, a investi 10 milliards pour remettre en marche ces forages. 13 000 mètres cubes d'eau seront quotidiennement distribués aux producteurs. C'est un projet d'un coût global à peu près de 10 milliards, mis en place par Qatar et financé par l'ACDI et l'UEMOA. Il y aura à peu près, ça permettra à peu près de mobiliser 25 000 mètres cubes d'eau, dont les 13 000 à partir des forages de Bertialane. Et ces 13 000 iront profiter aux maraîchers et qui se verront déconnectés sur l'ancien système des ALG où ils consommaient de l'eau potable, et cette eau potable pourra servir aux populations de Dakar. 16 forages fonctionnels à Thiaroye et Bertialane permettront d'irriguer 260 hectares de terre. La zone des Niayes, terre agricole par excellence, verra ses problèmes d'accès à l'eau définitivement résolus. Comme d'habitude, la Sénégalaise des eaux accompagne l'État dans ce métier, dans cette affaire, dans cette activité, pour le bien-être et la satisfaction des populations sénégalaises et celle de Bertialane en particulier. Pour l'instant, les forages de Thiaroye sont gérés par l'ONAS, qui dispose aussi d'une station de pompage qui sert à lutter contre les inondations. Les producteurs apprécient la remise en marche de ces forages et demandent que les facturations se fassent tous les 2 mois. Actuellement, nous sommes au bout du tunnel. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en présence du directeur général de la SONES et de la SDE qui nous ont confirmé et réellement le démarrage effectif des travaux, c'est-à-dire de l'exploitation du réseau de Bertialane et des forages de Thiaroye. Très prochainement, la SDE sera dans la zone des Niayes pour discuter avec les producteurs sur les services d'approvisionnement et les modalités d'accès à l'eau. Le directeur général de l'APEXA a remis des dons aux autorités religieuses des zones impactées par le projet du TER. En effet, le tracé du train express régional impacte 18 communes, dont 3 départements. C'est un reportage signé Awa Ndiaye. Le TER, train express régional reliant Dakar, Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne, va nécessiter le déplacement des populations de 18 communes. Parmi ces zones impactées par le projet du TER, on retrouve des habitations sur de bons rails. Le système, dans son ensemble, pour le moment, n'arrive pas à se parler. C'est-à-dire que si une entreprise naît, on sait, au RCCM. Si une entreprise disparaît, ce n'est pas évident. Si une entreprise a embauché, on ne sait pas. Donc si nous n'avons pas ce comité qui fonctionne, et ça a été le cas les 30 dernières années, nous allons avoir les retards que nous connaissons en ce moment. Ce comité dont les organes sont mis en place va relancer ses activités afin d'accélérer le rythme de création d'entreprises, faciliter les analyses économiques et la collecte des impôts. La Sénélec fait évacuer en Europe plus de 300 tonnes d'équipements et d'huile contaminée au polychlorobiphényle. Il s'agit d'un produit extrêmement dangereux pour l'environnement et les êtres humains. Le premier convoi de conteneurs a quitté Dakar jeudi pour la France pour destruction. La cérémonie de lancement de l'opération de convoi des transformateurs a eu lieu dans les locaux de la Sénélec au Mariste à Dakar. Thierno Diallo. Il est formellement interdit au Sénégal depuis 1985 l'importation d'huile contenant du polychlorobiphényle. Pourtant, les transformateurs utilisés par la Sénélec contiennent du PCB, un produit dangereux pour la santé et l'environnement. Aujourd'hui, la Société nationale d'électricité du Sénégal a décidé de se débarrasser de ces transformateurs contaminés au polychlorobiphényle. Au-delà de cet acte qui consiste aujourd'hui à formaliser de manière définitive l'engagement de la Sénélec à maîtriser ces déchets d'IPCB et de procéder à leur élimination, le directeur général a lancé un certain nombre de mesures
En dehors du PCB qui est en train d'être détruit, il a instruit le service environnement de lancer un grand projet pour d'autres types de déchets. Cette mesure prise par Sénélec de décontaminer ses transformateurs va permettre au Sénégal de respecter ses engagements, des engagements ratifiés depuis plusieurs années pour éliminer les PCB. Il y a possibilité d'absorber ces PCB par la nourriture notamment, hein, et ça s'accumule dans le corps et ça crée des problèmes évidemment de santé, quelquefois des cancers, des problèmes même d'infertilité. Cet exercice extrêmement difficile et dangereux est confié à la société française Trédi, spécialisée dans la logistique. Le PCB est un produit extrêmement dangereux dont le traitement requiert de grandes compétences et également de la spécialisation. L'opération va mobiliser des montants assez conséquents. Le coût de cette opération tourne autour de 450 millions de francs CFA, soit à peu près 770 000 $. La durée de cette opération de convoi des transformateurs de Sénélec pour la France est estimée à 5 semaines. Il y a déjà 3 ou 4 conteneurs qui sont déjà au port, donc normalement en mi-juillet, tout sera terminé et le site sera nettoyé. Au-delà du Sénégal, d'autres pays d'Afrique francophone sont concernés par ce vaste ouvrage de l'OMVS qui va s'appeler le barrage de Koukotamba de 300 MW. Et nous avons lancé vraiment sur une pente absolument ascensionnelle le voyage de navigation avec l'Eximbank de l'Inde. Et tout ceci de concert avec la réorganisation de l'institution. Et notre plus grande fierté, c'est que l'organisation, pendant cette période, a été classée numéro 1 au niveau mondial de tous les organismes de bassin. Et c'est un mérite qui ne nous revient pas seulement, mais qui revient au chef d'État et à tous mes travailleurs de l'OMVS. Cabinet Komara, haut commissaire de l'OMVS, qui quitte Dakar après un mandat de 4 ans à la tête de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nous sommes le dernier vendredi du mois béni de Ramadan. Le président Macky Sall a prié à la mosquée de Thierno Ahmad Baro de Mbour, une mosquée entièrement réhabilitée dans le cadre du programme de modernisation des foyers religieux. Le khalife Thierno Cheikh Tidiane Baro s'est dit profondément touché par cet acte du président Macky Sall. Il a prié pour un Sénégal de paix et prospère, mais aussi pour des élections apaisées. Pape Ndiaye. Ce sont des populations enthousiastes qui ont tenu à montrer au président Macky Sall toute leur gratitude. Malgré la forte canicule et les rigueurs du mois de Ramadan, les Mourois n'ont pas manqué l'occasion d'exprimer au chef de l'État toute leur reconnaissance suite à la réhabilitation totale de la mosquée de Thierno Ahmadou Baro de Mbour. Dès son arrivée, le président Macky Sall a eu un tête-à-tête avec le khalife Thierno Cheikh Tidiane Baro. Un tête-à-tête élargi aux membres de la famille Baro. Ensuite, il y a eu ce moment de recueillement au mausolée de Thierno Mansour Baro. Séquence de piété traduite par des prières dans ce lieu sacré qui se trouve dans l'enceinte de la mosquée de Thierno Ahmadou Baro. S'en est suivi la prière du vendredi, le dernier de ce mois béni du Ramadan. Le khalife a ensuite pris la parole pour magnifier l'action et l'œuvre du président Macky Sall qui va droit au cœur de toute la famille Baro. C'est aussi un acte symbolique parmi tant d'autres en faveur de l'islam. Cet islam de paix, salué à sa juste valeur par le chef de l'État et qui est à l'origine du programme de modernisation des cités religieuses du Sénégal. Ici, à Mbour, cette mosquée a été entièrement réhabilitée avec en prime une extension qui a permis de passer d'une surface de prière de 58